un mois entre la menace de mort qu'il a faite devant le tribunal et l'application de la menace. Tu vois, comme j'expliquais, on était en plein mois de juillet, mois d'août, période d'été, et on a de la famille à la maison, on va souvent à la plage. Elle a travaillé sur Pornichet, donc je la déposais tous les matins, j'étais en vacances, je la déposais tous les matins, je la récupérais tous les soirs parce qu'elle avait pas le permis. Et je la dépose le matin de la journée en question, et le soir je lui dis je viens te chercher à telle heure et tout ça. Donc il y avait de la famille à la maison. Euh, je prends sa petite sœur avec moi, je dis viens, on va chercher ta sœur, on va au boulot, on va la chercher, et puis on rentre à la maison. On avait commencé à préparer le repas, tout ça, tout était prêt à la maison. Et je passe en voiture à côté de son travail pour pouvoir me garer, et c'est là que je vois une dispute en fait de gens à distance. Et c'est bizarre, c'est que à distance, je repère que c'était la personne qui avait fait les menaces de mort, et je repère que c'était ma copine. Donc je m'empresse de garer la voiture, et puis je cours vers la scène, parce que je voyais en fait comme une scène de bagarre en fait, comme si ils étaient en train de se taper dessus. Il était en train de lui taper dessus. Donc je gare la voiture en hâte, là où il y a une place. Je sors, je regarde ce que j'ai dans le coffre pour voir si j'ai pas une arme ou un truc pour pouvoir me défendre, ou pour pouvoir l'attaquer lui, parce que voilà, tu tapes ma copine, au bout d'un moment, tu viens avec une arme chez moi. Là, je voulais vraiment découdre. Et je cours à sa hauteur. J'avais pris un pied de parasol. Tu vois, les pieds de parasol, c'est fer blanc, creux. Je cours à son niveau. Je porte un coup au niveau des jambes. Le pied de parasol, il plie. Donc je le laisse. J'avais plus rien en main parce que le truc était plié en deux. Et au moment parce que lui donnait des coups sur elle, il donnait des coups. Je voyais pas ce que c'était. Et au moment où je donne le coup de pied, le pied de parasol dans sa jambe, il se retourne vers moi, et là je vois en fait qu'il avait un couteau dans la main. Il avait un couteau d'une taille comme ça, une vingtaine de centimètres quoi, couteau de boucher. Mais on le voyait pas de loin. On le voyait comme des coups en fait qu'on portait à quelqu'un. Et là je fais 2-3 pas en arrière, et en fait je pense que toutes les personnes qui ont vécu des choses ou un drame, ils peuvent, parce que je vais dire quelque chose qui est banal en fait. Le temps, il s'est comme arrêté. Je pourrais pas te dire si ça a duré 2 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes, 20 minutes. C'était... Et la chose qui s'est passée, c'est que j'ai fait 3 pas en arrière, j'ai commencé à appeler les gens autour de moi, venez m'aider, il est armé. Et les 3 pas que j'ai fait en arrière, lui, elle avait, comment dire, elle avait fui, il l'a rattrapé, et il a porté des coups. Il a commencé à porter les derniers coups, parce qu'avec, je sais pas comment, c'est pas évident à expliquer la scène, parce que on avait quelques mètres d'écart. J'ai couru après, je me suis reculé moi pour demander de l'aide, et comment dire, pour s'il y avait des gens qui pouvaient m'aider, et la distance qu'on avait d'écart, c'est 3-4 mètres. Tu vois, les 3-4 pas que tu fais en arrière, tu demandes de l'aide, et ces 3-4 mètres là, ils ont été fatals, parce que lui, elle s'est échappée, mais lui il l'a poursuivi. Je me suis retourné, je regarde, je demande venez m'aider, il est armé, il y a quelque chose qui va pas, venez m'aider s'il vous plaît. Et les gens, ils étaient accoudés dans la rue à regarder la scène. Personne n'a bougé, et le temps que je demande de l'aide, lui il avait couru après, et il a porté des coups de couteau encore. Donc si tu veux, elle a reçu des coups de couteau avant que j'arrive, et elle a reçu des coups de couteau au moment où j'étais là, et le dernier coup de couteau il lui a porté un coup de couteau au niveau de la gorge.
Donc avec l'écart, comme j'ai dit, il y avait 3-4 mètres d'écart, il lui a sauté dessus, il l'a plaqué comme un rugbyman et il a planté sa lame dans la gorge. Euh, après il s'est barré. Et, mais ça a été tellement vif, je sais pas comment expliquer, c'était tellement... Moi, je m'en suis voulu beaucoup après, parce que je me suis dit, si ça se trouve, j'aurais dû lui sauter dessus, rester sur lui en mode de faire des... Tout ce que... J'ai j'ai paniqué, en fait, quand j'ai vu son arme. Je me suis dit, j'ai pas compris, en fait, c'était tellement brouillon ce jour-là que, je sais pas, tu sais, ça aussi été la raison de ma déprime parce que je me suis refait 1000 fois la scène, à me dire, j'aurais pu la sauver, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu arriver comme c'est, j'aurais pu avoir une batte de baseball dans la voiture, j'aurais pu avoir, et tu changes pas, en fait, le passé. Tu changes pas le destin. Tu changes pas comment les choses, le déroulement, comment ça s'est passé. Ça, tu peux pas. Et du coup, ce jour-là, donc, elle a reçu le coup au niveau de la gorge. Euh, Ça, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Euh, on avait une distance de quelques mètres. Il lui a sauté dessus, il lui a mis le couteau dans la gorge. Et en même temps qu'il faisait ça, il m'a regardé. Il a levé les yeux et il m'a regardé. Et j'étais, je sais pas, à une certaine distance. Et euh, la première chose que j'ai pu faire, moi, après, c'était porter les premiers secours. Parce que j'ai de la chance, j'ai un papa qui est maître nageur et j'ai appris à porter j'ai eu comment dire, les brevets, tout ça pour pouvoir faire les premiers secours. Mais comment veux-tu faire les premiers secours quand t'as l'impression que les trous ils sont plus gros que tes mains en fait. Euh, Il y a du sang qui partait dans tous les sens. Je faisais un point de compression au niveau de la gorge. Euh, C'était une scène de dingue, comme dans les films. Elle était au sol, je l'ai mis dans une position, j'ai essayé de faire des points de compression, mais quand t'as une plaie qui est... En fait, je l'ai su qu'après, quand j'ai eu le rapport du légiste, quand j'ai eu tous les trucs. Il a enfoncé sa lame dans la gorge, de part en part, et il a tourné la lame. Et le sang sortait de chaque côté, en fait. Et enfin, voilà. Après, c'est... C'est voir la mort en face, c'est ça qui m'a traumatisé, tu vois. Genre voir comme dans les films, quand la personne respire, tu sens une respiration allaitante, tu vois, haletante. Et un coup, tu sens plus rien. Tu sens comme j'ai vu ça dans mes mains, en fait. J'ai eu ça dans mes mains. Comment expliquer, c'est, tu vois les films d'action, les films dramatiques, tout ça. Bah, c'est la même chose. Sauf que là, c'était du réel devant moi. Ensuite, euh, ce jour-là, les gens avaient quand même appelé la police, les pompiers, tout ça, mais ils sont arrivés 10, 15, 20 minutes après. On m'a écarté de la scène. On me dit oui, mais monsieur, faut pas que vous restiez là et tout ça. On m'a écarté de la scène, alors que moi j'avais déjà vu sa dernière respiration, parce que j'avais porté les premiers soins, j'avais déjà vu qu'elle était partie. On m'a dit oui, mais et j'ai vu qu'ils ont essayé je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, soit de la réanimer ou je sais pas quoi. Et j'étais borné, là, borné. C'était ma femme. Euh, j'ai contourné les flics qui me disaient, qui m'avaient mis à l'écart. J'ai contourné toute la scène pour pouvoir revenir à l'endroit où on m'a dit de pas aller, en fait. Et là, j'ai vu juste ce qu'on voit dans les films, tu vois, dans les housses blanches. Et après, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que on m'a emmené à l'hôpital.
pour que je suive, j'ai suivi plus ou moins le corps, et puis après j'ai appelé toute ma famille, et c'est un truc que tu imagines même pas, en fait. Tu te lèves le matin, tout va bien, t'as la famille qui est autour de toi, et tu te couches le soir, il y a plus personne, il y a plus rien. Ton monde, il s'est écroulé. Tu vas te marier dans X temps, et du jour au lendemain, il y a plus rien. Pour te dire, je me suis couché le soir, je me suis mis dans le lit, je me suis dit non, ça n'a pas existé, c'est pas possible. Je me suis mis le truc, j'ai pris ma douche, je me suis couché allongé machin, et j'ai fait bon, s'il vous plaît Seigneur, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites que ce soit un rêve. Je me suis réveillé le matin. La première des choses que j'ai demandé, c'est les frères et sœurs qui étaient là. Il s'est passé quoi hier? Comme si c'était pas réel. Mais David, tu sais bien ce qui s'est passé. T'étais là-bas. Et là, tu vois tes chaussures, parce que j'avais du sang partout. Je sais pas combien elle a perdu de sang, mais j'avais mes chaussures remplies de sang. J'avais du sang partout. Je vais à la salle de bain, je regarde les affaires. Ouais, bon. T'as beau fermer les yeux, te dire non, c'est un cauchemar, c'est un mauvais rêve. Mais non, c'est la réalité. Et suite à ça, faut vivre. Mais ça n'a pas été évident. Suite à ça, c'était une descente en enfer après pour moi. Je me suis occupé des cérémonies, une partie des cérémonies, puisque je pouvais pas tout faire, j'étais pas bien dans ma tête, donc ils ont rapatrié le corps en Afrique. Donc elle était française d'origine camerounaise, mais ils ont voulu qu'elle soit enterrée près de la famille, il y a un cimetière où il y a toute sa famille qui est enterrée. Mon premier souhait, c'était qu'elle soit enterrée ici à Saint-Nazaire pour que je puisse déposer des fleurs et tout ça. Et puis quand sa famille m'a expliqué que oui, mais il y a sa famille là-bas et tout ça, j'ai accepté. Et que de toute façon, comment dire, vaut mieux qu'elle soit près des siens et enterrée là où il y a sa famille que moi, égoïstement, juste pour moi ici à Saint-Nazaire. Ça rime à rien en fait. Et du coup, j'ai fait le déplacement jusqu'en Afrique. J'ai fait ça a duré ça a duré un mois, le temps de rapatrier le corps, de faire la cérémonie. On a fait une veillée funéraire là-bas au village, parce elle était originaire d'un village à une centaine de kilomètres de Yaoundé. On a fait la cérémonie en France. Ensuite, on a fait le rapatriement du corps. Et les seuls souvenirs j'en ai des souvenirs de ça, hein, j'en ai pas mal. Et les souvenirs que j'ai, c'est d'avoir porté son corps pour l'avoir mis dans le corbillard, comme on dit, toi, genre dans la voiture là, sorti de l'église. En fait, toi, ils demandent à la famille de porter. Toi, en fait, ils mettent dans l'église pour faire la cérémonie, ils mettent le corps, ils font la cérémonie, et après, c'est les gens de la famille qui portent pour mettre dans le corbillard. Et, j'ai porté le corps jusqu'au corbillard. Après, en Afrique, c'était pas pareil parce que ils ont pas les mêmes coutumes. Mais par contre, j'ai mis la première, la première pelletée sur ouais. J'ai fait toute la veillée là-bas. C'est, en fait, les enterrements, c'est différent de la France. En France, les gens sont tristes. Là-bas, ils honorent l'esprit qui est parti. Ils font une cérémonie, ils jouent. J'étais choqué, moi. Tu connais pas ça ici. T'habilles en noir en France. Les gens sont en mode. Là-bas, ils honorent l'esprit en faisant une danse, en faisant une soirée. Limite, toi, genre, ils vont danser, ils vont chanter, ils vont s'enjailler, limite pour. Je comprenais pas du tout. J'étais en décalage, tu vois. Genre, pour moi, j'ai appris pas mal aussi du coup, mais j'étais en décalage. Moi, je voulais pas fêter, je voulais pas boire, je voulais pas. Non, vous êtes fous, non, non. Et du coup, bon, après, c'est anecdotique, mais
j'ai passé la nuit, il y avait le cercueil qui était là, comme ça, dans une maison, et j'ai passé la nuit allongé à côté du cercueil. Mm. Et le matin, on a pris le cercueil et on l'a mis en terre. Et après, c'était, voilà, retour en France. J'ai vécu 6 ou 7 ans avec cette personne-là. Comme j'ai expliqué, j'ai eu un CDI, à 20 ans, j'avais mon CDI, j'avais un appartement, j'avais la voiture. J'étais un jeune qu'on pouvait envier parce que la vie, elle était parfaite. Et que tu rentres, t'as plus rien. Bah, t'as encore le boulot, t'as encore l'appartement, mais t'as plus la personne qui t'a motivé, en fait. C'est elle qui m'avait motivé à dire, vas-y. Quand j'avais 17 ans, elle m'a 16 ans, elle me boostait. Quand j'avais 17 ans, elle me boostait. Elle m'a toujours boosté dans ma vie. Toujours me dire que je me dépasse. C'est facile c'est parfois difficile de se motiver soi-même. Tu dois avoir une motivation, surtout quand on est jeune. Et quand t'as quelqu'un qui te dit derrière, vas-y, bats-toi, fais ça, montre-moi, montre à la famille que t'es un homme, montre que c'est, à me galvaniser, en fait. Et quand tu perds cette motivation et que cette personne, en fait, t'as plus du tout la même façon de voir les choses. Je rentre en France, je suis perdu. J'ai commencé à picoler. Je buvais pas une goutte d'alcool. J'étais pas d'alcool, pas de cigarette. J'ai commencé à boire et à fumer. Mais à boire beaucoup. Je buvais une bouteille de whisky par jour. Et, en fait, c'était noyer des problèmes avec un autre problème. Tu vois, c'est souvent ça. Tu prends un problème et tu remplaces par un autre problème. Mais au final, ça a rien fait. Ça a duré, ouais, 2 ans et demi, 3 ans quasiment. Et je buvais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Fallait que je sois, si tu veux, pour dormir normalement, fallait que je sois fonce-dé. Sinon, je pouvais pas dormir. Ma tête, elle arrêtait pas de cogiter. Les personnes qui perdent des gens comme ça, je les comprends parce qu'au final, étant passé par là, c'est dingue en fait. Je sais pas comment t'expliquer, c'est dingue. Tu cogites, tu cogites, tu cogites, tu cogites, tu cogites. Plus j'étais jeune, tu vois, genre à 22, 23. Et donc du coup, suite à ça, il y a eu 2, 3 ans d'alcoolisme. Mais profond, hein. La chance que j'ai, c'est que je buvais pas avant, donc j'ai pu arrêter facilement, assez facilement. Et la façon que j'ai arrêté, c'est en sortant avec les potes de boisson. J'étais sobre et je les vois en train de ouais ma petite, ouais. Ils font quoi là? Ah ouais, je suis comme eux, je suis dans le même état, je suis en mode harceleur, machin, truc pas bien quoi. Je suis en mode cassos quoi, c'est pas méchant de la façon de le dire, mais j'étais pas net quoi. Et quand je vois ça de mes yeux, c'était les Nazériens connaissent bien la fête de la mer. Et je me suis dit, je vais pas arriver aux fêtes de la mer étant défoncé devant tout Saint-Nazaire quoi. Voilà. Et du coup, je suis arrivé sobre, mais tous mes amis qui buvaient, mes amis de boisson, ils étaient pas sobres. Et quand j'ai vu ça, j'ai arrêté de boire direct. Je me suis dit non, non, je suis pas comme ça. J'ai jamais été un. Je suis quelqu'un qui bosse et qui fait des choses, qui fait des. Non, je suis pas comme ça. Donc j'ai arrêté de boire. J'ai essayé de me trouver des activités. Donc c'était au tout début, il y avait déjà Internet, mais j'avais pas d'ordinateur, donc je me suis pris un PC pour me mettre à la maison, faire avoir un ordi pour essayer de. Et mon pote informaticien il me dit t'inquiète, ça va te sortir, hein, tu vas voir l'état d'esprit, tu vas voir ton esprit va voyager. J'avais besoin en fait de voyager. Et j'ai voyagé, je suis parti aux États-Unis, j'ai fait pas mal de choses pour pouvoir essayer d'enlever ce que j'avais là-dedans. Mais tu peux pas l'enlever. Tu peux pas l'enlever. En fait, c'est inscrit en toi. Et quand j'en parle aujourd'hui, je peux sortir avec une femme, je peux être avec une femme sans penser à ces choses-là. Il y a du détachement. Là, j'en parle parce que voilà, c'est pas mal aussi de comprendre les étapes euh, on va dire post-traumatiques, tu vois, genre pour essayer d'aller mieux. Parce que j'étais renfermé sur moi-même, alcoolisé et voilà, avec un peu no life, tu vois, genre j'avais perdu tout espoir dans la vie. Et
J'ai arrêté de boire, j'ai repris le goût de la vie, mais ça a été dur. C'est comme, je sais pas comment expliquer. Il manquait quelque chose, ouais. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, ouais, 4 ans après. Mais le truc qui a été difficile pour la personne que j'ai connue, suite à ça, c'est que il y a- ma vie était imprégnée d'elle, imprégnée de mon ex, en fait, la personne qui est décédée. Elle était imprégnée de comment dire, il y avait des photos, il y avait des choses, et inconsciemment, des fois, dans les discussions, j'en parlais sans, oui, naturellement. Et je voyais que ça blessait la personne. J'avais beaucoup d'affection et beaucoup, toi, pour la personne que je venais de rencontrer, parce que bon, après c'est un long processus au bout de 3-4 ans vouloir se remettre, parce que dans ma tête je voulais plus du tout. Première année, deuxième année, troisième année. Après tu te dis bon bah faut que je commence à vivre normalement et reprendre la vie normale, c'est ce qui a été le plus dur, parce que t'as l'impression que tu fais tout à l'envers, tu parles du passé alors que t'es dans le présent, t'es, et ça a mis du temps, pour essayer de, comment dire, avoir une relation normale et, on va dire, saine avec quelqu'un. J'avais pas eu d'enfant et j'ai eu des enfants par la suite. Ça m'a beaucoup aidé, en fait, avoir un enfant. Ça, comment te, j'ai revu le monde sous un autre angle, un œil neuf. Et ça m'a pris du temps, jusque, tu vois, mon fils, je l'ai eu 9 ans après. 9 ans après tout ce qui s'était passé, ouais, 8 ans. 8 ans après les faits. Je lui ai expliqué, parce que je lui ai dit, faut se méfier de la jalousie de l'homme, faut se méfier des gens et des choses que tu peux faire. Même des fois, en te méfiant, ça te tombe dessus, tu comprends rien. C'est comme un accident, t'es tranquille dans ta voiture et on vient de percuter. Bah, je l'ai vécu un peu comme ça. T'es tranquille dans ta voie sur l'autoroute et il y a un truc qui vient de percuter. C'est un peu ça, ce qui s'est passé. Et c'est justement ce qu'on apprend. Faut essayer d'en tirer des conclusions, on va dire positives, pour sortir un message pour d'espoir entre guillemets, parce que toi, quand je parle à mon fils, je lui explique, je lui dis fais attention, il y a des gens qui peuvent te jalouser parce que t'as une belle femme, ou que t'as une vie correcte, ou que t'as une belle voiture, ou que t'as la jalousie dans notre monde, c'est quelque chose de qui peut entraîner la mort. Et la preuve, ça a entraîné déjà la mort de Jeanne. J'ai regardé l'interview d'Akhenaton, elle était pas mal pour ça. Il disait, on regarde pas derrière, on regarde devant. Et si tu commences à trop regarder dans le rétroviseur, t'avances pas. C'est pareil, hein, l'image est bien choisie. Quand tu conduis ta voiture, si tu regardes que le rétro, tu vois pas devant. Et là, t'as risque d'avoir des accidents. Donc, quand tu conduis, tu regardes bien devant. C'est pas forcément évident tout le temps à faire, parce que les gens, ils restent focalisés sur les choses du passé. Moi, si je focalise sur le passé, voilà, j'ai sauté de la fenêtre et puis je saute du pont de Saint-Nazaire et c'est fini. J'ai dû faire un travail psychologique, un travail, tout ça pour dépasser toutes ces étapes-là, parce que rester bloqué sur le passé, bah t'avances pas. Si en plus tu connais une autre nana, une autre relation, ah ouais, mais tu préférais l'autre, quoi, en fait. Et j'ai eu ce clash déjà. En fait, j'ai eu ce clash avec une relation. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Si tu penses encore à elle, qu'est-ce que je fous là? Et je sers à quoi? Ah bah là t'es là, tu te dis mais non mais je t'aime, je t'avais. Ah non, tu t'aimes une autre. Et après je lui dis mais comment je peux pas la faire revenir. T'es là, il me dit oui mais tu penses encore. Donc il y avait des étapes encore à franchir pour que tu vois genre être bien avec les personnes avec qui nous entourent en fait. C'est ça qui peut servir aux gens en fait, parce que c'est pas comprendre comment aller mieux après un traumatisme. Et ça, si je peux me servir de ça pour aider les gens à ce que eux dans leur vie ça les aide, et du coup mettre du positif dans ma life, et dans la vie des gens, parce que ce que tu donnes, tu vas recevoir aussi. Ce que tu donnes en positif, tu le reçois. Et si une vidéo voyant que quelqu'un s'en est sorti de quelque chose et que il va bien dans sa vie et que ça a été dur, mais accroche-toi, accroche-toi dans la vie, parce que
Il y a des, quand on est, voilà, il y a des choses à réaliser ici, là, sur Terre, et que la vie, elle est belle encore.